Quel est l'impact du Covid-19 sur vos revenus? C'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui à ce 9e numéro de Actu Covid-19. Pour en parler, je suis avec des invités de taille qui sont rompus à la question et qui sont expérimentés pour évoquer ce sujet qui est d'actualité, vous l'aurez compris. Avec moi sur le plateau, j'ai M. Zungrana Denis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Zungrana Denis, vous êtes le porte-parole de l'association patronale des hôteliers et restaurateurs du Burkina Faso. C'est ça. Voilà, avec vous, on va parler de ce secteur qui est touché, on l'aura deviné donc à plus d'un titre par cette pandémie appelée Covid-19. Alors, en face de vous, nous avons une dame, il s'agit de Madame Traoré Sévérine. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue à vous. Vous êtes membre de l'association patronale des agences de voyage et de tourisme. C'est ça. Voilà, un secteur également très impacté. Et nous avons sur ce plateau, juste à côté de moi, professeur Ouedraogo Idrissa. Vous êtes économiste. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, et vous avez fait un rapport sur l'impact de cette pandémie-là sur le Burkina Faso, en tout cas sur le volet économique. Nous aurons l'occasion donc de parler de ce rapport et de parler donc de tout ce qui s'est passé après, parce que ça fait un mois déjà que le rapport a déjà été fait. Donc il y a des choses qui ont sûrement évolué depuis lors. Et puis nous avons notre consultant, fiscaliste maison. Il s'agit de M. Kaboré Tidiane. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, et bienvenue à vous. Merci. Vous êtes chez vous. Donc, on va commencer avec vous. Donc le thème, c'est quel impact économique face à la pandémie du Covid-19? Qu'est-ce qu'on peut en dire d'emblée? Alors, l'impact de la pandémie sur l'économie, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que on a la chance d'avoir le professeur ici ce soir. Moi, je vais m'en tenir certainement aux aspects financiers, aux aspects budgétaires. Donc, l'impact d'abord, c'est la perte énorme de recettes. Énorme. En fait, voilà, énorme. Parce que là, le président, lors de son discours à la nation, parlait de près de 306 milliards, je crois, si j'ai bonne mémoire, le 2 avril passé. Parlait de 306 milliards de pertes de ressources. À l'ajustement avec un déficit budgétaire de l'ordre de 5% à l'ajustement du PIB. Alors donc les conséquences au plan économique, naturellement, ont un impact au plan budgétaire. Voilà, vous savez bien que les ressources sont prélevées en fait sur la valeur ajoutée, la richesse que les agents économiques en fait produisent. Donc dès lors que l'économie est entamée, dès lors que les agents économiques n'arrivent plus à produire, voilà, justement, les recettes budgétaires, naturellement, aussi ne peuvent pas suivre. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Voilà, d'entrée de jeu. D'ailleurs, ça crie des deux côtés, parce que côté État, l'État perd des recettes, c'est vrai. L'État, donc, a un manque à gagner colossal, comme vous le soulignez. Mais également, du côté des contributeurs, ça ne va pas, justement. Même si l'État a consenti des efforts pour leur dire, OK, il y a des taxes sur lesquelles on va être peut-être moins regardant et tout ça. Mais n'empêche qu'il y a des secteurs qui sont fortement impactés, notamment donc, les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration. Monsieur Zungrana, qu'est-ce qu'on peut dire d'emblée sur l'impact de cette pandémie-là sur vos différents secteurs d'activité? Merci. Dès que la maladie est apparue et annoncée, il s'est passé dans le secteur de l'hôtellerie une sorte de frein. Il y a eu une sorte de blocage des arrivées des touristes partis de l'extérieur, avec l'application des mesures, c'est-à-dire des barrières, telles que la mise en quarantaine des villes, la fermeture des frontières, etc. Et il n'y a plus de touristes. C'est ça. Alors que, par nature, le tourisme, c'est aussi l'ensemble des activités qui visent à satisfaire les besoins des individus en déplacement hors de leur domicile habituel. Mais à partir du moment où ces phénomènes empêchent les individus d'aller hors de leur domicile habituel, toutes les activités sont arrêtées de fait. C'est ça. Donc, il y a eu ce blocage. Ensuite, les touristes qui étaient déjà sur l'ensemble du territoire sont confinés dans les hôtels ou dans les restaurants modernes et ils ne sortent pas, donc ils dépensent peu.
alors que c'est un agrégat important en économie du tourisme. C'est ça. La dépense moyenne journalière. Donc, cette dépense a chuté. Il y a également la durée moyenne de séjour. À partir du moment où le phénomène s'est produit, tout le monde a abrégé son séjour, pressé de quitter le pays, de rejoindre leur domicile avant que les frontières ne soient fermées. Il faut ajouter à ça la fermeture des activités, des distractions dans les hôtels, les animations et toutes les autres activités qui accompagnent. Tout est arrêté. Tout est arrêté. On l'aura compris, en tout cas, c'est un secteur qui est fortement touché. Donc, c'est une belle introduction au vu du développement que nous aurons tout à l'heure, parce que vous allez nous donner des détails par rapport donc, à cet impact-là. Et je suis sûr que Mme Traoré sera d'accord avec vous. Vous avez évoqué le secteur du tourisme, un secteur donc fortement touché. Vous l'aurez constaté également, Mme Traoré, c'est bien cela? C'est bien ça. Alors, comme M. Zoungrana l'a dit, notre secteur d'activité, donc, qui est le voyage et le tourisme, est un des secteurs les plus touchés. Il a si bien dit, depuis l'annonce de cette maladie, beaucoup de voyages touristiques ont été annulés. Et pareil pour l'annulation de tout ce qui est billets d'avion, avec bien sûr la fermeture des frontières et donc la suspension de tous les vols. Ce qui est notre activité principale, je dirais, la vente de billets d'avion. Alors, donc depuis mi-mars, les agences de voyage sont en cessation, mais cessation totale d'activité. Donc, nous ne faisons plus du tout de recettes. Et c'est pour ça que je pense qu'on est un des secteurs les plus touchés par cette pandémie. D'accord, c'est très dur. Alors, professeur Ouedraogo, alors vous avez donc produit un rapport il y a à peu près un mois de cela. Vous aviez donc fait cas de deux scénarios possibles. Le premier, donc, c'est que la crise soit jugulée au bout de 3 mois. Et le second, c'est que la crise aille à 6 mois. Et avec donc des prévisions pouvant entraîner une perte de 270 millions, non pas 270 millions, alors c'est une perte de 345 millions pour les 3 mois et 645 milliards pour les 6 mois sur la crise de 6 mois. Nous sommes toujours dans cet ordre-là? Oui, en fait, disons que lorsque nous sommes partis, c'est une étude ex ante. Nous sommes allés en observant, en faisant des scénarios avec un modèle que nous appelons un modèle d'équilibre général calculable, qui est parti en fait, des données réelles du Burkina. Et comme vous l'avez tout de suite indiqué, le président de Faso avait indiqué un certain nombre pratiquement le même chiffre hors d'idée dans les chiffres qu'ils ont annoncés. Je crois que on observe plus ou moins en fait cette tendance de baisse, et je crois que les témoignages qui sont en train d'être faits confirment ce que nous avons identifié dans les deux scénarios. Bon, pour l'instant, on se dit que nous sommes en train de sortir de cette crise, et fort heureusement, en fait, il faut dire que on attendait une situation beaucoup plus grave pour l'Afrique et pour le Burkina notamment. Et nous constatons qu'il y a une relative résilience de nos pays, nous avons pu résister, mais ce qui est certain, l'impact est sérieux sur l'économie, et je crois que je dirais que c'est le premier scénario qui est en train de se réaliser. Parce qu'on a connu la maladie ici au Burkina autour du 9 mars. Voilà, donc on est bientôt dans les 3 mois. Et on tire vers la fin de la maladie, visiblement, en tout cas on l'espère. Exactement, tout à fait. Donc on se dit que... Je pense que dans tous les cas, les économistes du gouvernement vont faire les calculs très bientôt pour nous dire ce qu'il y a, mais à mon avis, je crois qu'on ne sortira pas en fait de cette fourchette que nous avons prévue. D'accord. Alors, on va approfondir tout ceci donc tout à l'heure. Je vais juste signaler aux téléspectateurs que vous avez la possibilité, vous également, de participer à l'émission. Vous allez juste sur la page Facebook BF1 TV et juste en bas du post qui annonce l'émission, vous pouvez donc apporter vos commentaires, que ce soit des questions donc pour le plateau. Alors, nous avons réalisé un petit reportage dans la ville de Bobo-Dioulasso, histoire donc de voir comment donc les gens vivent cette pandémie de Covid-19, en tout cas dans les différents secteurs d'activité. Et nous allons aller suivre ceci avant de revenir pour la suite. C'est parti.
Des chambres vides, des emplois suspendus, des chiffres d'affaires en baisse, c'est la triste réalité que le secteur de l'hôtellerie vit à Bobo-Dioulasso depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus. L'hôtel Sissima, très prisé par les étrangers pour l'organisation de plusieurs rencontres nationales et internationales, est aujourd'hui l'homme de lui-même. Depuis le début de la pandémie, pendant le mois de janvier, qui a commencé d'abord en Chine, nous avons commencé à avoir et recevoir beaucoup d'annulations de séminaires, de voyages, parce qu'il ne faut pas se mentir, la plupart des voyageurs que nous avions ici pour les ateliers sont des ressortissants des pays occidentaux. Je ne peux pas vous donner avec exactitude les chiffres qu'il faut, mais les pertes sont assez énormes. Des pertes estimées à des millions de francs CFA, comme ici à l'hôtel Haïdara. À la grande mosquée de Dioulasoba, les chiffres sont aussi dans la zone rouge selon les guides depuis l'avènement de la pandémie au Burkina. Vraiment, il n'y a pas de visite du tout. Il n'y a rien. Nous sommes à zéro. Voilà, ça fait 2 mois et quelques jours que nous sommes en chômage, nous les guides. Pour avoir à manger même, ce n'est pas facile. Une estimation de la perte, pour être précis, ce serait très compliqué, mais je dirais que c'est des millions que nous avons perdus. Parce que c'est des activités, nous avons différents contrats avec différentes structures que nous n'arrivons pas à exécuter. Tout le monde sait qu'avec les marchés publics, bon, tant que tu n'arrives pas à exécuter, après, ce serait compliqué. Pour soutenir le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, le gouvernement burkinabé a pris des mesures d'accompagnement. 1,25 milliard de francs CFA ont été mis à la disposition des acteurs du monde de la culture pour relancer leurs activités. Mais sur le terrain, la réalité de cette mesure peine encore à être une réalité selon les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie. On continue toujours de subir les aléas de la maladie, de la pandémie, et demander au gouvernement de continuer de nous accompagner parce que, quoi qu'on dise, la relance ne sera pas automatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les quarantaines sont élevées, mais on le sent encore sur les chiffres d'affaires. Les gens sont pas, il n'y a pas beaucoup d'engouement ni pour les voyages, ni pour venir à l'hôtel également. C'est une bonne geste, mais nous, on n'a rien vu d'abord. Depuis de nos jours, on n'a rien vu, personne n'est venu nous voir pour nous donner des explications, mais on a attendu ça à la télé. Bon, on attend toujours voir. Pour le moment, nous n'avons pas pris connaissance, nous n'avons pas été contactés par rapport à ça. Nous osons croire que, bon, nous serons contactés dans les brefs délais pour bénéficier de cette aide-là. Des négociations sont en cours avec le ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme pour faire de cette mesure une réalité sur le terrain, selon le directeur de l'hôtel Sissima. Faire de cette mesure une réalité, c'est le souhait du guide touristique de la vieille mosquée de Dioulasoba qui vit des retombées du tourisme de cette bâtisse religieuse. Voilà donc un triste constat dans vos différents secteurs, que ce soit à vous, Madame Traoré, à vous, Monsieur Zoungrana, c'est un triste constat que nous faisons à Bobo, mais c'est valable pour l'ensemble du territoire national et même au-delà. Voilà, même si c'est vrai qu'aujourd'hui on s'en tient au cas du Burkina Faso. Est-ce que, Monsieur Zoungrana, vous avez chiffré justement les pertes subies dans le cas de cette pandémie-là depuis que ça arrive au Burkina Faso? Merci. Et chiffrer, je dirais, c'est trop dire. Je parlerai sur le plan purement microéconomique par rapport aux unités. Sinon, c'est vrai que sur l'économie nationale, l'impact va se chiffrer à des milliards et à des milliards de francs. Pour ce qui concerne le manque à gagner, et nous avons fait des simulations. Au regard des agrégats des années passées, on connaît le nombre d'arrivées, on connaît le taux d'occupation, le prix moyen chambre, etc. Au bout de 6 mois, les manques à gagner vont tourner entre 11 et 12 milliards de francs CFA. Entre 11 et 12 milliards. 12 milliards. Ça, c'est pour l'hôtellerie. Ça, c'est l'hôtellerie et la restauration homologuée. OK. Et on n'a pas inclus les restaurants qui sont dans les villages, dans les différentes contrées du Burkina. Maintenant, ça c'est au niveau financier. Mais au niveau social, comme les travailleurs, ça fait en principe, le ratio est un ratio qui est calculé entre le nombre de chambres et le nombre d'employés. Et à partir de ces données-là, on n'a pas moins de 15 000 travailleurs à l'intérieur. Dans ce créneau uniquement,
sans inclure les travailleurs des agences de voyage, les travailleurs des concessionnaires des chasses, les travailleurs des guides, les travailleurs des transporteurs de personnes, parce que le transport de personnes est une composante du tourisme. C'est ça. Justement, vous faites la passe à Mme Traoré, vous faites bien. Est-ce qu'à votre niveau, Mme Traoré également, il y a une évaluation de la perte financière subie? On voit au niveau de l'hôtellerie et de la restauration 11 à 12 milliards, c'est énorme. Oui. À votre niveau, est-ce que vous l'avez estimé également? Oui, on l'a estimé. C'est les premières choses qu'on a faites dès que la crise a commencé. Oui. Alors aujourd'hui, on est pratiquement à 3 mois d'inactivité. Et sur les 3 mois, on estime à peu près à un peu plus de 2 milliards de pertes. De pertes. Oui. Oui. Il faut savoir qu'au Burkina, il y a près de 200 agences de voyage. En sachant qu'une agence de voyage, en moyenne, a un chiffre d'affaires mensuel entre 75 et 100 millions. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Alors, sur un chiffre d'affaires comme ça, la perte réelle pour notre secteur s'évalue à autour de 2 milliards. Ça, c'est pour ce qui concerne les charges salariales, locatives et autres. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Oui, oui, oui. C'est énorme. Là, c'est vraiment une évaluation sur 3 mois. Oui, c'est ça. Donc, en espérant vraiment qu'on sorte. En espérant qu'on sorte de là. Jusque-là, on n'a toujours pas de nouvelles sur la reprise, sur l'ouverture des frontières. Oui. Alors, donc, c'est difficile. On regarde et c'est compliqué. C'est ça. Alors, M. Zoungrana, oui, vous souhaitez rajouter? Rejoindre ce qu'elle vient de dire. Oui. Notre évaluation porte sur 6 mois. 6 mois, d'accord. Parce que, comme le professeur l'a dit, la reprise ne se fera pas tout de suite après la fin de la maladie. Il faut que la confiance renaisse au niveau des clients. C'est ça. Il y aura un certain nombre d'études, il y a des démarches, il y a des actions à mener pour que, petit à petit, nos amis reviennent. C'est ça. Ça va aller doucement. Donc, je suis parti sur 9 mois. D'accord. Mais là, l'évaluation, c'est sur 6 mois. C'est sur 6 mois. C'est sur 6 mois, d'accord. Voilà. Alors, professeur Ouedraogo, dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres secteurs également qui sont aussi impactés, en dehors des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme? Oui, disons que l'ensemble des secteurs économiques de notre pays sont touchés d'une façon ou d'une autre par cette pandémie. Dans notre étude, nous avons regardé les impacts sectoriels. Et ce que nous avons observé, c'est que de façon globale, on va observer une baisse de l'ordre de 3% dans le secteur, en fait, dans le cadre de différents secteurs, et dans le cadre donc du scénario optimiste, et ça peut aller jusqu'à 13% de baisse. Mais nous avons observé que c'est beaucoup plus le secteur agricole qui sera vraiment touché. Parce que la réalité, c'est qu'effectivement, au-delà donc des aspects effectivement, de logement dans les hôtels et de tourisme, il faut dire quand même que de façon globale, la consommation sera contractée. La consommation est contractée et la demande sera contractée. Donc ça fait qu'effectivement, les possibilités même de production du secteur industriel, le secteur industriel par exemple, du fait du confinement, en réalité, arrête la production de façon globale. Donc, aucun secteur n'a été épargné de façon générale par Et en parcourant le rapport que vous avez produit, d'ailleurs, j'ai vu que vous avez évalué à 10% la réduction des exportations. Exactement, voilà, exactement. Enfin, ça, c'est dans le premier scénario, une réduction des exportations de 10%. Oui. Et c'est ce qui, en fait, occasionne donc ces résultats-là. En fait, nous avons même estimé que nous aurons, dans le premier cas, en fait, une baisse du niveau de la croissance qui serait de l'ordre de 1%, 1,3%, et une récession. Si la pandémie durait jusqu'à 6 mois, on aura en fait une récession qui sera, en fait, et la croissance sera de moins 1,75%.
Donc ça dit clairement qu'effectivement, aucun des secteurs n'a été épargné donc, par cette pandémie. C'est vrai que quand on a vu la mesure de mise en quarantaine des villes, on a entendu donc il y a des productions qui sont pourries dans les petites villes à côté de Ouagadougou parce qu'on ne pouvait pas les amener à Ouagadougou. Déjà, là, on constate une perte. Et pour ceux qui ont l'habitude d'exporter donc vers les pays européens ou même dans les autres pays africains, c'est vraiment compliqué. Alors, notre cher consultant, c'est peut-être vous qui avez la solution à cette problématique. Dites-nous, comment on règle ça? Parce que c'est vrai que l'État aussi a fait des concessions. Oui, c'est ça. Oui. Alors, je voudrais ajouter également que, au-delà de ce qui a été dit dans l'élément, il faut noter qu'il y a une baisse aussi du volume des importations. Voilà, parce qu'avec la fermeture des frontières, c'est sûr qu'à l'intérieur, si les gens, et du moins en fait, les agents économiques en fait, n'en demandent pas, ne consomment pas, c'est-à-dire que les importateurs ne vont pas en fait, faire venir de nouveaux produits, d'autant plus encore que les frontières sont fermées. Donc, naturellement, il y a des pertes de recettes aussi au niveau de la douane, parce que c'est sur les importations qu'il y a de la TVA à l'importation à prendre, qui est d'ailleurs très énorme. Il y a également aussi des droits de douane aussi qui sont perçus voilà, lors du franchissement du cordon douanier. Et au-delà de ce que Mme Traoré a donné tantôt comme chiffre d'affaires, il faut reconnaître aussi qu'on a quelque chose à prendre là-bas, la taxe sur les billets d'avion, dont même les tarifs avaient été rehaussés en fait, avec la loi des finances. Donc c'était déjà des instances qui étaient là que les services de recouvrement n'avaient pas pu effectivement, comment on appelle, encaisser. Voilà, donc au-delà de ça, je crois qu'on peut noter cela. Donc, M. Kabouré, comme le dit le professeur Ouedraogo, on risque la récession pour de vrai. Bon, ça, j'en conviens avec le professeur, parce qu'il est dans sa matière. Donc, mais je crois que dans les rapports, ils ont eu à développer un volet pessimiste et un volet optimiste. C'est cela. Voilà, donc je crois que l'un dans l'autre, j'ai lu le rapport, moi également, et quand ils ont donné leur conférence de presse, j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, les mécanismes dont vous parlez tantôt, c'est comme on dit, en fait, le volet fiscal aussi peut être utilisé pour réguler l'économie, voilà, pour faciliter aussi justement certaines souffrances en fait, dans ces conditions-là. Alors, je vois que vous faites allusion en fait, aux mesures qui ont été prises par le chef de l'État lors de son adresse à la nation. Exactement. Voilà, justement, autour de 12 mesures fiscales, je crois, parce que c'est 14 au total, mais je crois que les deux autres sont purement économiques. Moi, je retiens plutôt les 12 mesures là, qui sont purement fiscales, à la porte comme à l'intérieur. Voilà. Donc, concernant les deux secteurs qui ont été évoqués tantôt, l'hôtellerie et le tourisme, je crois qu'il y a des mesures effectivement qui ont été prises à ce niveau, notamment la réduction de la patente jusqu'à hauteur de 25%. Il y a des mesures aussi d'ordre général qui peuvent être profitables à ces secteurs-là, notamment quand on dit de surseoir en fait, au recouvrement, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui n'ait pas de dette fiscale. Ça, il n'y a pas cette entreprise-là. Okay. Voilà, parce que vous pouvez en fait être à jour dans vos déclarations et de paiement, mais si vous faites l'objet par exemple d'un redressement fiscal, voilà, parce que les redressements fiscaux, ça peut aller sur 3 années passées, voilà, justement l'année en cours. En ce moment, si le montant qui ressort en fait, atteint par exemple des centaines de millions, on ne peut pas vous dire de payer immédiatement. Oui. Donc c'est pour cela, et vous allez voir que pratiquement toutes les entreprises traînent des dettes fiscales que vous avez entendu certainement dans la presse parler des restes à recouvrer. Oui, voilà, donc on peut être dans la bonne dynamique, on déclare, on paie correctement, jusqu'à ce que bon. Parce que quand on redresse quelqu'un, ce n'est pas forcément un fraudeur. C'est-à-dire que ça peut être une mauvaise interprétation de la loi fiscale, parce que même entre fiscalistes, souvent, sur un seul article, il y a des divergences. Voilà, donc ce n'est pas forcément parce que vous avez caché quelque chose. Et si on vous dit de payer 50 millions sur place, ce n'est pas possible. C'est pas évident. C'est pour cela qu'il y a des facilités pour les paiements. Donc, tous ces éléments également, je crois que ces entités dont on a cité tantôt bénéficient en fait de ces mesures-là. Il y a la remise automatique des pénalités, bon, voilà, sur la période. On a parlé des patentes, une réduction. Il y a aussi d'autres éléments, voilà, justement, par exemple,
les dépôts des bilans. C'est vrai qu'on n'a pas rallongé les délais, justement parce que c'était au plus tard en fin avril que les entités devraient déposer en fait les bilans. Mais le fait qu'il ait dit dans l'adresse du président qu'il n'y aura pas de pénalité d'avril à juin, subtilement, bon, les gens se disent que même si je viens déposer en mai, juin, il n'y aura pas de pénalité. Est-ce que vous voyez? Donc, du même coup, voilà, aujourd'hui, c'est sûr que l'État, certainement, se retrouve dans une posture où c'est difficile. Il y a beaucoup à prendre, mais il faut attendre après juin. Parce que habituellement, je suis sûr que si c'était à recommencer, l'État n'allait pas dire automatiquement, en fait, d'enlever les pénalités. Parce que les gens se sont murés derrière ça en même temps. Parce que même si tu viens en mai, tu viens en juin, il n'y aura pas de pénalité. Même si on met la pénalité, automatiquement, il y aura la remise. Donc, les entreprises étant dans des difficultés, même si moi j'ai 100 millions d'impôts à venir déclarer, je vais les garder au moins pour 3 mois, histoire quand même de gérer ma trésorerie en attendant. Voilà, donc voici. Est-ce que toute cette pression sur l'État peut avoir des conséquences immédiates, par exemple pour le paiement des salaires, pour un certain nombre de dépenses de l'État, les frais de santé, et ainsi de suite? Naturellement, il faut que, si ça ne suit pas, parce que le budget, ce n'est pas quelque chose, quand on dit qu'on a voté le budget, on s'est volé les recettes, ce n'est pas de l'argent qui est déposé au Trésor, c'est-à-dire que ça rentre au fur et à mesure. Voilà, et donc c'est au fur et à mesure que les déclarations se font, les contribuables payent, que bon, c'est pas pour rien, il y a des échéances, TVA au plus tard le 20 du mois, l'impôt sur les sociétés, il y a les acomptes pour permettre en fait des entrées de recettes à tout moment. Et donc vous conviendrez bien avec moi que ces mesures-là vont entamer sérieusement en fait le budget de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses forcément qui vont être mises de côté. Là, vous voyez que le ministre de l'économie et des finances sur la RTV disait que forcément il faut que certains postes soient vraiment compressés. Voilà, même s'il n'a pas dit, moi je suis convaincu qu'il y a des investissements qui seront abandonnés, que ce soit dans les collectivités territoriales, que ce soit au niveau étatique. C'est-à-dire que tous les deux budgets les budgets des collectivités territoriales sont touchés. Vous allez constater qu'il y a des impôts aussi qui ont été abandonnés. Quand on prend la contribution des micro-entreprises, ce qui était prévu par exemple pour 2020, c'était de l'ordre de 3,282 milliards. Alors là, le président dit que c'est une exonération totale pour ce secteur-là. Donc vous voyez déjà que là, les presque 4 milliards, on les gagne où? Voilà. Alors qu'il y a des communes qui ont comme recette essentielle cette contribution des micro-entreprises. Si on enlève par exemple les communes qui ont par exemple des grosses patentes, parce qu'il y a des sociétés minières qui sont installées sur les territoires, les autres fonctionnent, c'est vraiment la contribution des micro-entreprises en fait qui font le gros en fait des recettes. Donc, mais bon, je ne crois pas que ça puisse entamer en fait le paiement des salaires ou quoi que ce soit. Je crois que dans tous les pays africains, je crois que l'État au moins fait l'effort parce que c'est même la chanson de tous les présidents africains, au moins les salaires sont payés à temps. Donc je crois que bon, ce minimum-là au moins d'accord, peut-être d'autres dépenses qui pourront être coupées. Alors bon, il y a peut-être d'autres salariés qui vivent des cas un peu difficiles, pas forcément des fonctionnaires, mais des salariés du privé. Je sais par exemple qu'au niveau de Air Burkina, il y a eu donc la mise en chômage technique d'un certain nombre d'employés. Voilà, donc est-ce que, professeur Ouedraogo, il y a d'autres secteurs comme ça où les employés, les travailleurs, donc, ou ont été remerciés, ou donc ont été mis en chômage technique par rapport justement à l'impact de cette pandémie-là? Il est évident que même si en fait les différents secteurs n'annoncent pas comme Air Burkina l'a fait, que bon, ils vont mettre un certain nombre de personnes en chômage technique, je crois que ça s'impose aux entreprises. Et nous avons aussi regardé dans notre travail qu'en fait le chômage va s'accroître de l'ordre de 1 à 3% dans le pays. Et de fait, les hôteliers vous disent qu'ils n'ont pas de clients qui viennent. Enfin, disons que même si les gens se présentent et qu'ils voulaient payer, et c'est ça qui est aussi la difficulté dans nos pays, parce que bon, on met parfois le social en avant, et ça fait qu'on se sent dans l'obligation de continuer à payer les employés pendant qu'effectivement il n'y a pas de recettes.
Mais si ça continue, on comprendrait que les gens vont de façon claire indiquer qu'en fait, ils ne pourront plus payer. En fait, en tout état de cause, si vous n'avez pas de ressources pour payer les employés, vous serez obligé de vous en priver. Oui. En tout cas, de trouver un moyen pour que le paiement soit différé ou alors réduit d'une façon ou d'une autre. Oui. Et je crois que ça c'est implicite. Mais pour revenir aux questions en fait des recettes de l'État effectivement qui vont baisser, ça c'est indéniable. Et comment l'État va rebondir, ça, là aussi ça semble être intéressant et je crois qu'il a bien indiqué qu'effectivement ça va certainement impacter, ça va certainement jouer sur les dépenses d'investissement. Et c'est ce qui est inquiétant dans le cadre de notre pays parce que, en réalité, toutes les mesures qui ont été prises, en mon sens, ce sont des mesures qui s'adressent au court terme. C'est vraiment, il y a une situation conjoncturelle, on veut résoudre cette situation, on veut parer au plus pressé, mais il faudra avoir une vision plus globale. Il faudra avoir une vision plus globale et c'est pourquoi justement il ne faut pas toucher aux investissements. Okay. Parce que, en réalité, cette pandémie nous a indiqué clairement qu'en fait, il faut qu'on se prenne soi-même en charge. Ah ouais. Il faut qu'on puisse mettre des stratégies qui nous permettent de prendre en main nos différentes stratégies. Et en ce moment-là, il me semble qu'il faut beaucoup plus jouer sur les investissements structurants, qu'il faut reformuler, refonder, retravailler en fait la structure de production, de sorte qu'on puisse répondre à une demande donnée. Ouais. Autrement dit, en fait, on va sortir de là et la situation sera pire qu'avant. Ouais. Voilà. D'accord. Restons sur la situation des travailleurs, justement. Dites-moi, Madame Traoré, est-ce qu'à votre niveau, vous avez dû faire recours au chômage technique ou à des licenciements parce que, justement, vous n'avez plus d'entrée pour faire face à toutes ces dépenses-là? Oui. Alors, donc, tout comme Air Burkina, les agences de voyage nous sommes des courtiers des compagnies aériennes. Alors, quand la compagnie aérienne met son personnel en chômage technique, vous comprenez que ça va de soi pour nous. Alors, donc, comme j'ai dit, depuis la mi-mars, oui, on est en cessation totale d'activité. On ne fait plus du tout de recettes. Alors, je sais que la majorité des agences de voyage ont mis leur personnel soit en chômage technique partiel et la plupart en chômage technique total. Total, ouais. D'accord. Et là, vous continuez néanmoins à avoir des charges parce ouais, qu'en chômage technique, il y a quand même une partie du revenu qui est reversée. Il y a les frais de location de bâtiment, il y a les frais de gardiennage, il y a plein de choses derrière. Ouais. Oui. Et vous n'êtes pas exempt d'impôts non plus? Non, parce que comme vous l'avez dit, c'est vrai que même si ils sont en chômage technique total, oui, on a 30% de salaire à leur payer. Et sur les 30%, on a des obligations vis-à-vis des impôts, oui, sur les UTS et sur les charges sociales pour la CNSS. On a nos charges locatives qui n'ont pas changé. Et tout ce qui est électricité, ONEA, gardiennage, comme vous l'avez dit. C'est ça. Et c'est vraiment difficile en ce moment. On fait face à ces charges pendant qu'on n'a pas du tout, mais du tout de recettes. Alors, on est en train de finir les 3 mois et malheureusement, on risque de passer au licenciement de personnel. À votre corps défendant, je suppose, parce que là, c'est vraiment parce que vous n'avez pas le choix. Non. Les entreprises ne sont pas nombreuses au Burkina à avoir assez de trésorerie pour tenir pendant plus de 3 mois sans aucune entrée et continuer à faire face aux charges. C'est très difficile. Je suppose que c'est la même situation pour vous, hein, M. Zoungrana. Oui, c'est la même situation. Alors, comme on l'a dit, une entreprise qui ne fait pas de recettes et qui dégage aussi des charges incompressibles, comme les charges locatives, les assurances, le personnel, le minimum, les engagements bancaires, et un certain type d'impôts. Et c'est un peu difficile d'assurer les salaires pendant longtemps. Et comme on l'a remarqué tout à l'heure, certains employeurs continuent par paternalisme, autres, de payer. Mais
ils ne sont pas nombreux à pouvoir le faire. Et même ceux qui le font ne pourront pas le faire continuellement. Oui, c'est sûr. Et je crois qu'à la sortie, comme le professeur l'a observé, nous l'avons aussi dit, que cela va quand même nous amener à réfléchir à d'autres modes de management, à défaut de trouver des parades, parce que ça dépasse le pouvoir d'un État. Mais il va falloir trouver des mesures dans la gestion pour prévenir et se prendre en charge. D'accord. Si malheureusement, ça perdurait que les investissements effectivement ne se faisaient pas, ça va se répercuter sur les générations à venir, sur le temps à venir. Sans investissement, on va dépendre toujours de l'extérieur. Et lorsque l'extérieur est coupé, voilà, c'est qu'on va vivre. Nous avons les mêmes charges, les mêmes structures de charges. Oui. Et on a les mêmes problèmes. C'est ça. On va revenir sur le plateau tout à l'heure, mais on va prendre un de nos confrères spécialistes des questions économiques. Il s'agit de Eli Kabouré. Eli Kabouré, donc, de l'économiste du Faso. Chers confrères, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, comment vous allez? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, nous vous écoutons. Vous avez certainement suivi donc, toute la première partie des échanges ici sur le plateau. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en rajout? Oui, bonsoir, chers téléspectateurs, et bonsoir aux invités sur le plateau. J'ai bien écouté ce que les uns et les autres ont eu à dire, et ce que le professeur Ouedraogo a eu à dire me réconforte un peu dans ce que nous avons prévu. Parce qu'il y a vraiment une perturbation budgétaire au niveau des finances publiques suite à cette pandémie-là. Et le gouvernement a initié une loi de finances rectificative qui voit en baisse des recettes budgétaires de plus de 300 milliards de francs CFA. Donc cette loi de finances est au niveau de l'Assemblée nationale et on attend le document final pour voir. Et je me dis quand même que cette baisse va dépasser les 300 milliards. Seulement parce que au niveau de la douane, on remarque avec la baisse des importations, voilà, il y a une baisse des impôts de port. Donc cette loi de finances rectificative aussi, c'est sûr qu'au niveau des salaires, on ne peut pas toucher. On a même vu que dans le premier rapport, il y a eu une hausse de 20 milliards. Et les investissements, malheureusement, ont été touchés. Et l'acquisition des biens et des services aussi ont été touchés. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le professeur. Il faut revoir un peu notre système d'une manière générale, parce que vraiment baser une bonne partie des recettes budgétaires sur les recettes de port n'est pas toujours judicieux. Ça veut dire qu'on dépend beaucoup de l'extérieur, et avec la fermeture des frontières et bien sûr avec la baisse des importations, on a un sérieux problème. Donc, je suis tout à fait d'accord que au niveau des emplois, il y aura un problème, il y aura un sérieux problème parce que déjà, les entreprises ont mis les employés en chômage technique avec des salaires depuis le 1er avril. Ça, c'est un fait qui est établi. Oui. Mais le conseil que je pourrais apporter à ces entreprises, c'est de vraiment se rapprocher de l'inspection du travail pour éviter les conflits de travail. Maintenant, en termes de perspectives, les perspectives, on l'espère qu'elles seront favorables sur le plan économique et social. Parce que quand vous prenez une activité annulée comme la SNC, une activité, je dirais, d'entraînement. Parce que la SNC, on retrouve tout. Il y a bien sûr les secteurs d'activité respectifs de vos invités sur le plateau, le transport, l'hôtellerie, le carburant, bien sûr la consommation même sur place, etc., etc. Donc c'est de voir un peu comment, au niveau des perspectives, comment arriver à mettre tout le monde sur les bons rails. Et en plus des mesures que les invités ont eu à proposer, ont eu à énoncer. Et moi, je regrette vraiment que les 100 milliards annoncés par le président du Faso pour soutenir les entreprises en difficulté d'une manière générale tardent à venir. Selon nos informations, ça y est d'un décret qui doit être pris. Et ça fait maintenant presque 2 mois. Et le décret n'est pas pris. On ne sait pas quels seront les critères, alors que les entreprises comptent vraiment sur cette manne pour pouvoir reflouer un peu leur trésorerie. On a parlé de plusieurs secteurs. Bien sûr, le secteur des médias où ça a été fortement impacté. Je suis sûr que la direction commerciale de BFM pourra aussi donner des bons chiffres en termes de baisse de chiffre d'affaires. Tout à fait, oui.
C'est juste. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie, M. Kabouré, excellente soirée à vous. Merci, bonne suite. Voilà. Alors, il a dit si bien, hein, nous aussi, nous sommes touchés parce qu'il n'y a plus d'activités. Alors, ce sont les couvertures des différentes activités qui nous apportent des recettes. Mais également, il y a le secteur du divertissement, de la nuit, hein, surtout, qui est très fortement touché. Aujourd'hui encore, les acteurs étaient donc en réunion donc, pour se concerter et voir dans quelle mesure demander donc, la levée, notamment du couvre-feu, parce que ça fait un gros manque à gagner quand on regarde donc tous ceux qui travaillent dans les bars, les maquis et tout le reste. C'est vraiment catastrophique, hein, pour ainsi dire. J'ai échangé avec un tenancier de maquis qui me dit que lui, les week-ends, il pouvait faire une recette de 5 millions à peu près. Alors, donc, c'est fermé. Depuis déjà pratiquement 2 mois et demi, que voilà, il ne peut plus le faire. Donc, si on prend 5 millions par week-end, ben, c'est énorme la perte qu'il subit. Et ce n'est pas peut-être celui qui gagne le plus. Donc, si on extrapole à tout le Burkina, on a un peu peur, hein, de tout ceci, professeur Ouedraogo. Ça fait un peu peur, non? Oui, ça fait peur, mais bon, je pense quand même qu'il faut faire confiance à nos acteurs économiques. Et comme je disais au départ, hein, les gens ont su réagir. Les gens ont su réagir et maintenant, il faut essayer de conforter, en fait, les conforter dans leur position, dans leurs attitudes, et en prenant des mesures qui puissent les accompagner. Sinon, si ça continue comme ça, c'est vrai que ce serait la banqueroute totale, hein, pour nous. Mais je demeure confiant quand même parce que, quoi qu'on dise, on a observé quand même que les effets de cette pandémie, ce qu'on attendait, en fait, ne s'est pas réalisé. Et nous sommes en train de remonter. Et maintenant, c'est aux gouvernants de prendre les mesures qu'il faut. Et c'est là, j'avoue que j'ai des inquiétudes à ce niveau-là, parce que je ne suis pas très sûr que les mesures adoptées soient vraiment les mesures réellement adéquates et idoines pour pouvoir donc appuyer les acteurs et pouvoir relancer l'économie dans notre pays. Mais est-ce qu'on ne risque pas, à un certain niveau, donc, une telle pression sociale que ça en arrive à des revendications politiques, hein, je touche du bois, mais des gens qui n'ont plus de salaire depuis un certain temps, qui doivent quand même faire face à des dépenses capitales comme au moins se nourrir, se loger. Voilà, 3 mois sans revenus parce que l'entreprise est fermée, l'entreprise ne fonctionne pas et tout ça. Est-ce qu'on ne risque pas plus que de simples questions d'impôts, de taxes et autres, ça peut même impacter sur l'avenir de l'État, non? Si la population a une telle frustration, moi j'aimerais vous entendre là-dessus. Non, mais vous avez tout à fait raison, mais on a observé, hein, qu'il y a eu déjà des mouvements, en fait, ne serait-ce que du fait, par exemple, on a vu que les religions ont tenu à ce qu'on aille ouvrir les mosquées, par exemple, parce que justement, ça touchait directement quelque chose qui les concernait. Et il y a eu, au niveau des marchés, les gens qui ont manifesté pour qu'on ouvre les marchés, etc., etc. Les gens, à la limite, excusez-moi, je complète, les gens ne veulent pas de ce qu'on leur promet comme argent. Parce que l'État a dit, par exemple, pour le secteur de la culture, on vous donne 1 milliard et quelques là. Ceux qui sont sortis, que ce soit le groupe de Bobo, le groupe ici, ils ont dit, on ne veut pas de ça. On veut juste travailler pour avoir du revenu. C'est ce que les commerçants également ont dit pour réclamer l'ouverture des marchés. Tout à fait, tout à fait. Parce que, bon, en fait, quelques milliards que vous distribuez, ils sont combien? Là, en fait, les gars de la culture, je crois qu'ils ont fait les calculs rapides. Si on considérait uniquement ceux qui sont vraiment des artistes, je crois qu'ils sont, si devaient se répartir cet argent, c'est que chacun aura à peu près 300 000 francs. Qu'est-ce que ça fait dans la vie de quelqu'un? Et là, il se trouve que quand ils ont commencé à vouloir répartir les ressources, il paraît que tout le monde est venu, y compris les gardiens du ministère de la Culture. Tout le monde est venu se présenter comme acteur de la culture. Donc, si on devait faire cette répartition-là, en réalité, chacun se ressortirait avec 30 000 peut-être. Voilà, par exemple. Donc, ça fait qu'effectivement, et puis bon, il y a quand même une question de dignité. Je préfère quand même travailler et avoir des ressources pour moi-même que d'attendre que l'État vienne me donner. En fait, je ne veux pas passer mon temps à mendier, à tendre la main pour qu'on puisse, qu'on me vienne en aide. Et je crois que c'est ça qui fait qu'effectivement, ce que vous dites est tout à fait vrai. Si effectivement on ne réagit pas rapidement,
il y a ce risque que les gens puissent exprimer leur ras-le-bol à un moment donné ou à un autre, parce que justement, ça touche à leur intimité, ça touche à leur vie, ça touche à leur dignité. Donc, ils ne vont pas se laisser faire. Quoi. Alors, M. Zoungana, j'ai senti que vous vouliez rajouter quelque chose. Je voudrais dire d'abord qu'il faut saluer les mesures qui ont été prises. C'est déjà quelque chose. Au niveau du secteur, ça fait des années que les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie demandent des allègements sur la pression fiscale afin de rester compétitifs dans la sous-région. Et c'est à la faveur de l'important message du chef de l'État que des mesures allant dans ce sens ont été prises. C'est pourquoi nous saluons ces mesures-là. Mais ces mesures portent sur une échéance de 3 mois. Oui, c'est de mars à juin. C'est ça. Bien. Alors, or, sur ces 3 mois, les unités sont fermées. Voilà une fiscalité, voilà un dégrèvement qui va se faire, mais sans assiette fiscale. Il n'y a pas de recette. Même si on veut appliquer. C'est ça. Donc, si j'ai bien compris, c'est un plaidoyer pour que en fait, ça se poursuive. Et c'est pourquoi nous saluons ça, ce qui a été fait. Déjà. Et nous souhaitons vivement que ces mesures-là soient pérennisées. D'accord. Qu'on agisse dans le long terme, dans le moyen et le long terme. D'accord. Pour que ces mesures-là puissent avoir un impact sur l'économie, sur la vie des entreprises d'abord, et sur l'économie nationale. Tout à l'heure, on parlait de la consommation dans le secteur agricole. Vous imaginez, quand 1 million d'étrangers arrivent dans un pays, la quantité des biens consommés par ces millions-là, ce n'est pas négligeable. C'est des gens qui viennent avec des moyens. Donc, ça impacte la production agricole, la production au niveau des infrastructures. Le tourisme est un secteur transversal. Donc, sa suppression met en mal un certain nombre de secteurs économiques. Exactement. Nous souhaitons vivement, non seulement que les mesures soient appliquées, mais nous souhaitons que certaines mesures soient pérennisées. Afin qu'il y ait un réel impact. Et l'État va récupérer ça à travers d'autres formes de fiscalité. Parce que si les ressources augmentent, il y a les impôts internes, à travers le BIC, l'impôt sur les sociétés, à travers un certain nombre d'activités. D'accord. Alors, c'est gagnant-gagnant. Oui, il va gagner. La relance économique, c'est une question aussi très cruciale. On va en parler au cours d'un numéro spécial. Donc, on parlera uniquement de relance économique. Aujourd'hui, on va s'atteler donc à rester focus sur les impacts. Avant de revenir à vous, M. Kaboré, j'aimerais qu'on prenne quelqu'un au téléphone parce que vous savez, tout le monde ne se plaint pas de cette situation parce qu'on dit souvent à quelque chose, malheur est bon. Il y en a aussi qui ont vu leurs entreprises gagner des parts de marché. Il y a les fabricants de lave-mains, il y a les fabricants de gel hydroalcoolique, ainsi de suite, de cache-nez et tout cela. Donc, ce sont des entreprises qui, profitant de la crise, si je peux le dire entre griffes, donc voient leur chiffre d'affaires augmenter. Nous allons prendre le directeur général de la SN Citec. Il s'agit de M. Alexandre Zana. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, bienvenue à vous, M. Zana. Merci. Alors, vous êtes le directeur général de la SN Citec, donc vous fabriquez du savon. Je suppose que vous ne devez pas être totalement en phase avec ce qui se dit actuellement sur le plateau. Effectivement, j'entends les collègues des hôtelleries, voyages et touristes qui sont fortement touchés, ce qu'on comprend. Nous, à notre niveau, on fabrique de l'huile alimentaire, des produits pour l'alimentation animale et, comme vous l'avez dit, du savon. Oui. Donc, on a dû s'adapter, adapter les horaires de l'usine, faire des formations sur les mesures barrières et installer un certain nombre de mesures pour lutter contre tout ça, afin d'assurer la continuité de l'exploitation. Mais la chance qu'on peut avoir, c'est que le transport des marchandises ce maintenant nous a permis de nous approvisionner en matières premières et de distribuer des produits.
Donc, nous, les problématiques étaient autres. Hein. On a souvent entendu parler de méventes d'huile les 2 dernières années. Et le ministre du Commerce, Harouna Karoboré, nous a beaucoup aidé, notamment fin de l'année dernière, nous mettant avec les importateurs pour qu'on arrive à discuter, à se mettre d'accord sur un certain nombre de critères. Aujourd'hui, ce système fonctionne bien et les gens continuent forcément à acheter de l'huile alimentaire. On n'a pas trop de problèmes particuliers. Et même, comme vous l'avez précisé, on a réussi à avoir quelques marchés, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale, pour fournir en savon les écoles pour la reprise des cours à partir du 1er juin. Donc, sur cet aspect-là, on s'en sort plutôt bien. On avait justement prévu des augmentations de capacité de la savonnerie l'année dernière. Et c'est relativement bien tombé puisque la demande en ce moment de savon est quand même assez forte. Néanmoins, tout ça pourra évoluer dans la durée. Plusieurs intervenants ont parlé de cette durée. Si la durée de la crise devait être trop longue, forcément, il y aura des impacts à un moment donné au niveau de la consommation. Et à plus long terme, en termes de fin d'année, les inquiétudes restent quand même, puisque nous triturons des graines de coton, donc nous sommes en aval de la chaîne de production. Or, nous savons que les sociétés cotonnières aujourd'hui ont des problématiques. Les cours du coton ne sont pas bons. Les embarquements de fibres sont au ralenti, puisque l'industrie textile, notamment en Europe ou dans les pays du Nord, est également en berne. Tout ça va et risque de jouer sur la production cotonnière de l'année prochaine et donc sur les volumes de graines à avoir. Donc pour l'instant, il est vrai qu'on n'est pas touché. On a même plutôt des effets positifs sur la demande de savon, mais il ne faudra pas que la crise dure trop longtemps, car à un moment donné, elle nous rattrapera. D'accord. Alors, bon, c'est vrai que tout va bien. Ce que l'on peut imaginer, c'est que les gens ont pris de nouvelles habitudes de consommation, peut-être aussi parce que les frontières sont fermées. Donc, il y a des produits qui ne viennent pas, ils vont se tourner vers les produits que vous proposez. Et également, donc, les gens ont pris l'habitude de se laver les mains beaucoup plus, donc consomment beaucoup plus de savon. Ce que peut-être on peut souhaiter, imaginer, c'est que ces habitudes-là restent pour toujours et que vos chiffres demeurent donc à la hausse. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement du niveau d'augmentation, d'accroissement de vos ventes? Alors, sur l'huilerie, aujourd'hui, les niveaux sont bons et conformes à l'année dernière. Tout ce qui est produit est vendu, nous n'avons pas de stock. Comme vous l'avez dit, il y a sûrement peut-être plus de difficultés à l'importation des huiles, ce qui forcément de nous rendre service et faire tourner les consommateurs vers la production locale. Sur le savon, donc je vous disais, on a augmenté nos capacités de production en fin d'année dernière. Et aujourd'hui, les capacités de production tournant en plein, les consommations et donc nos ventes ont augmenté d'environ 40%. 40%. C'est très salutaire. Oui. Alors, les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, aujourd'hui sont obligés de mettre certains employés en chômage technique. Vous, ce n'est pas le cas. Mais est-ce que vous proposez des emplois au vu justement de l'augmentation des productions? Alors, malheureusement, non. On n'a pas eu d'emploi supplémentaire. Hein. On est déjà structuré pour passer cette production-là. On a eu quelques emplois supplémentaires au niveau du conditionnement des savons, mais ce qui était déjà prévu dans la ligne de production. Les seuls emplois qu'on a pu avoir, c'est peut-être embaucher quelques infirmiers supplémentaires pour appliquer les mesures barrières au niveau de l'entrée des usines. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Zana, pour cette intervention. Alors, on souhaite que voilà, la prospérité dure, que les affaires marchent, qu'on en finisse avec la pandémie, certes, mais que voilà, les affaires continuent de prospérer à votre niveau. Merci et excellente soirée à vous, M. Zana. Merci, bonne soirée. Merci. Alors, M. Kaboré, voilà, donc on voit que pendant qu'il y en a donc qui se plaignent, il y en a qui pleurent, de l'autre côté, il y en a qui rient. Alors, avant de revenir sur votre question, je voudrais donner des précisions. Quand vous demandez à Mme Traoré s'il n'y avait pas d'exemption dans les secteurs, voilà, je crois qu'elle avait parlé des obligations fiscales en indiquant l'UTS. Bon, je voudrais juste seulement préciser, bon, comme l'UTS est à la charge des employés, bon, je demande les employeurs, bon,
ne sont pas aussi concernés, puisque c'est l'employé qui supporte. Par contre, il y a une exemption temporaire, certainement qu'elle a oublié, c'est sur la période du SMA. Mais comme ils n'ont pas de recettes, ce qui fait certainement, comme le doyen le disait, bon, l'impact n'est pas ressenti. Sinon, il y a une exemption temporaire d'avril à juin sur la taxe patronale d'apprentissage. Ça, c'est 3%, justement, sur les rémunérations brutes. Et là, c'est l'employeur qui supporte ça. Pendant que l'employé supporte l'UTS, l'employeur, en fait, supporte les 3% en fait, de la TPA. Donc, d'avril à juin, justement, il y a une suspension justement de la perception de cette taxe-là. Et c'est comme je le disais, bon, je crois que le recouvrement aussi à leur niveau sur la taxe sur les billets d'avion, comme on le disait, est suspendu aussi justement sur cette période-là, y compris les éventuels redressements à opérer sur place. Voilà, mais c'est comme le doyen dit, je suis tout à fait d'accord. Même la taxe sur les spectacles qu'on a exempté, alors qu'il n'y a pas de spectacle. Donc c'est peut-être effectivement à leur niveau voilà, justement de mener les plaidoyers pour que, bon, même quand justement l'échéance sera à terme, bon, voilà, qu'on puisse effectivement prolonger. Voilà, justement, même c'est de 3 mois quand vous allez reprendre vos activités, parce que c'est très important. C'est-à-dire que bon, quand on accorde des avantages alors que vous ne menez pas d'activité, bon, vraiment, c'est pas très intéressant aussi. Je crois que bon, sur ce point, il n'y a pas de... par rapport à l'autre question... C'est ça. Ce que je veux savoir justement, c'est est-ce que ces nouveaux secteurs ou ces secteurs nouvellement florissants peuvent aussi rapporter des recettes pour essayer de compenser les pertes de l'autre côté? Non, bon, ce n'est pas le nouveau secteur, c'est les secteurs qui existaient. Parce que ceux qui sont dans la vente du savon, SNCTech existait déjà. C'est comme il l'a dit, c'est le volume des affaires en fait, qui a augmenté. Il parle de 40% d'augmentation, pendant que les autres sont en baisse peut-être de 15-20% et ils sont à l'ajustement. C'est comme on le dit, hein, c'est-à-dire que si on ne tue pas le mouton d'autrui, bon, la sauce d'autrui ne sera pas, de l'autre ne sera pas bonne. Voilà, donc ça dit que dans ce contexte-là, il y a bien des secteurs où les affaires vont être très florissantes. Je pense par exemple aux pharmacies. Les pharmacies, normalement, ne doivent pas dire qu'il y a baisse de chiffre d'affaires parce que les gels et autres se vendent là-bas. Tout le monde a vu comment les prix étaient, voilà, justement, bon, voilà, c'était pas du tout homologué. On a les gants, il y a pas mal de choses en tout cas qui vont venir quand même augmenter les chiffres d'affaires en fait, de ces entités-là. On a donné en fait le cas de la SNCTech, mais il y a d'autres entreprises aussi. Voilà, donc il faut dire que dans ce secteur également, il y a l'exonération de la TVA qui concerne en fait pratiquement toutes les ventes de produits liés en fait à la lutte contre la pandémie à Covid. Mais le volet prestations, par exemple, a été totalement omis. Alors, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un promotionnaire qui est dans le volet de la communication qui me disait que lui, il a eu des marchés, par exemple, pour concevoir, comment vous appelez ça, les affiches, voilà, justement, lutte contre la pandémie à Covid. Il voulait savoir est-ce que, bon, dans cette affaire-là, voilà, s'il faut facturer la TVA. Je lui ai dit non, on a parlé de vente de produits, donc ça dit que on n'a pas parlé de prestations. Donc il faut s'en tenir à ça. Mais ce qu'il faut également noter aussi, les mesures en fait que le président a annoncées, il faut attendre de voir ce qui va sortir dans la loi des finances rectificatives. Parce que dans son adresse à la nation, les mesures dont on a cité tantôt, bon, il y a des mesures d'ordre administratif qu'on peut justement gérer au niveau, par exemple, des impôts. Quand le président dit, par exemple, de donner les attestations de situation fiscale à ceux qui ne sont pas à jour. Ça, quelqu'un qui vient, il veut postuler un marché, il vient, bon, il a dit on peut facilement donner. Mais, par exemple, quand il fait cas de la réduction, par exemple, du taux de la TVA de 18% à 10% dans le secteur de l'hôtellerie, là, il faut que ce soit mentionné en fait dans une loi des finances, parce que là, les taux sont fixés en fait par une loi. Oui. Voilà, donc ça dit que c'est pas forcément tout ce que le président a dit que l'Assemblée nationale va aussi mettre. L'Assemblée peut modifier à l'avantage du contribuable. Ça, c'est des faits aussi qu'il faut donner. C'est vrai qu'effectivement, dans notre pays, on est très lent dans l'action. Voilà, justement, depuis que les mesures sont prises. Quand vous regardez un peu, je crois qu'au Sénégal, quand le président a en même temps annoncé
Le lendemain, et moi j'ai eu un collègue qui m'a envoyé pratiquement toutes les circulaires qui... Voilà, donc on dirait que les gens attendaient, voilà, pendant que le président... Tout est bien agencé. Mais chez nous ici, bon, il ne faut pas aussi trop en vouloir aussi, parce que pendant que le gouvernement préparait aussi en fait l'adresse à la nation, toute la fonction publique était en grève pratiquement. L'UTS oblige. Oui. Voilà, donc il faut tenir compte aussi de tous ces contextes-là. Bon, donc quand les gens sont en harmonie, en parfaite harmonie, quand il n'y a pas trop de bruit, bon, voilà. Vous parlez par exemple tout de suite du volet relance économique qu'on va voir d'ici là. Mais c'est maintenant que, justement, ces perspectives-là doivent être en discussion. Voilà. Et bon, je ne suis pas sûr que certainement les techniciens, avec ce qui s'est passé au Conseil des ministres d'hier, ce n'est pas évident que si on doit confier ça au ministère de l'économie et des finances, il semble que les 7 syndicats se sont réunis aujourd'hui. Bon, ce n'est pas évident que les gens seront dans une dynamique où ils vont produire vraiment un travail de qualité. Donc il faut tenir compte aussi du contexte. Voilà, qu'ici, je suis parfaitement d'accord avec ce que le doyen dit. Les mesures sont là, mais comme vous ne menez pas d'activité, vous n'allez pas ressentir. C'est comme par exemple les mesures sur les forfaits pour les mutations. Voilà, justement pour cette année, on permettait aux gens jusqu'à 10 millions, vous pouvez faire les mutations avec des forfaits. Ça fait la deuxième fois qu'il y avait un engouement qui est là. Mais maintenant, compte tenu justement de la pandémie, certainement les équipes au niveau de l'administration fiscale pour évaluer les terrains ne peuvent pas sortir comme si justement, ils étaient dans une situation ordinaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas songer à renouveler cette mesure-là, par exemple, pour la reconduire pour 2021? Parce qu'il y a beaucoup de taxes à prendre. Voilà. On a même beaucoup de vieux quartiers où les mutations ne sont pas faites. Moi, chaque fois, je prends l'exemple en fait, de chez moi. Moi, c'est au décès de mon père que je suis qu'il n'avait même pas fait la mutation. Il a payé les taxes de jouissance, les quartiers comme Noncin, Larlé et autres, il a payé. J'ai juste vu, c'est quand je suis allé même voir les collègues pour me renseigner, je suis rendu qu'il y avait juste un papillon, il avait payé en fait un acompte de la taxe de jouissance pendant la Révolution. Est-ce que vous voyez? Donc, ça dit moi-même qui suis dans le milieu, mon père qui décède, et bon, ma maman est dans une cour, il n'y a même pas la mutation, n'est pas faite. Donc, j'imagine ceux qui ne sont pas justement au fait de ces mesures-là, comment les choses là peuvent. Donc, je pense que l'un dans l'autre, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir effectivement. Nous avons, comme vous l'avez dit dans le foncier là, nous avons le cas de mutation. Il y a, comment on appelle, le changement de destination. C'est ça. Les parcelles. Vous voyez, on veut développer l'hôtellerie dans les nouvelles villes qui se construisent, etc. Mais il faut changer la destination du terrain. C'est ça. Parce qu'il n'est pas prévu des espaces pour les aménagements touristiques et de loisirs. Ça. Donc, l'investisseur le fait avec des risques. D'accord. Donc, effectivement, s'il y a des lois qui facilitent ce changement, et l'État va gagner beaucoup de recettes. C'est une possibilité de compenser un peu les situations de perte de recettes dont on a parlé. C'est ça. Monsieur Zoungrana, je reste avec vous pour poser une question. Je n'ai pas envie de la poser, mais j'ai bien envie. Est-ce qu'il y a des entreprises faisant partie de votre association qui risquent de fermer à cause de cette situation-là? Mais la plupart des entreprises ont fermé de fait, c'est-à-dire la situation a entraîné la fermeture, de facto fermeture des entreprises. Maintenant, si la question était de savoir si elles allaient être fermées définitivement. C'est ça la question. D'accord. Je dirais aussi oui. Je dirais oui parce que les jeunes entrepreneurs qui ont démarré dans le secteur, qui n'ont pas pu s'installer, qui ont des engagements bancaires, qui ont beaucoup de difficultés, qui n'ont pas de marché aujourd'hui, il aura tendance plutôt à se convertir dans d'autres activités où ceux qui ont prêté, les banquiers, du jour au lendemain, il a traversé la frontière pour faire autre chose. Donc c'est une perte. Donc beaucoup d'entreprises risquent de fermer. Toujours. À votre niveau. Je suppose que vous avez des rencontres, c'est pareil pour vous aussi, Madame Traoré. Est-ce que c'est un risque réel aujourd'hui auquel on doit faire face? Est-ce que vos membres en parlent actuellement? Oui. C'est une situation réelle. C'est comme il l'a dit, c'est les nouveaux.
Ces 2 dernières années, il y a eu pas mal de nouvelles agences qui se sont créées et qui n'ont pas eu le temps de bien s'installer. Aujourd'hui, elles sont face à cette crise, elles n'ont pas pu faire des économies, je dirais, pour faire face à cette crise. Et ce n'est pas qu'au niveau des agences de voyage. Si vous regardez un peu sur le plan mondial, vous avez des compagnies aériennes qui ont déjà qui ont déjà déposé leur bilan. Oui. Vous avez une compagnie comme la South Africa Airlines qui a déposé son bilan et beaucoup de compagnies risquent de déposer leur bilan. Donc, nous étant courtiers de ces compagnies, vous comprenez que ça risque de jouer énormément sur nous. On en parle. Ça va impacter l'esprit d'entrepreneuriat. Il y en a qui ne voudront pas prendre de risques parce qu'ils se rendent compte que c'est du jour au lendemain, peut être confronté à des situations où on est là sans aucun moyen de parade. Tandis que certaines entreprises, par rapport à cette crise-là, certains secteurs vont subir moins que d'autres. Donc, beaucoup de gens vont faire attention. Et même, il faut craindre que les financiers, les partenaires financiers, ne regardent pas 2 fois avant de vouloir financer. C'est ça. Donc, d'où l'urgence de sauver ce secteur. C'est ça. Alors, professeur Ouedraogo, est-ce qu'il y a une étude que vous avez faite à ce niveau-là pour savoir quel pourcentage d'entreprises ou quel nombre d'entreprises risquent de déposer la clé sous la porte? J'avoue que nous n'avons pas conduit une telle étude. Mais bon, le bon sens nous indique quand même que, comme ils l'ont indiqué, ceux qui ne sont pas solidement assis, objectivement, risquent de disparaître du terrain. Et il se trouve que, si l'on regarde bien, en fait, le taux de faillite dans nos pays, je pense que dans le temps, les gens parlaient de 4 à 5%. En fait, de façon générale, tout naturellement, les entreprises, il y a près de 50% des entreprises, je crois, quand même, qui disparaissent après 4 ans d'activité parce que ça ne marche pas. Et donc, avec cette situation, même celles qui avaient commencé à prendre de l'envol risquent fortement d'avoir de problèmes sérieux. Je crois qu'il faut craindre quand même que nous ayons quand même une grande quantité, enfin un bon nombre d'entreprises qui risquent de quitter le terrain. En fait, je vais revenir à vous tout à l'heure pour compléter la réponse, mais on va prendre un pharmacien en ligne. Vous avez parlé de pharmacie tout à l'heure. Il s'est certainement senti interpellé. Monsieur Débé Bassidou, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes pharmacien, c'est bien cela? Oui. Voilà, et vous êtes à Ouagadougou. Nous vous écoutons, monsieur Débé. Non, je voulais réagir par rapport à l'assertion de... Je n'ai pas vu son nom, mais il disait que les pharmacies ne se plaignent pas. Moi, je suis pharmacien, mais c'est quand on entend ces informations, mais ça fait mal au cœur. Moi, je pense que cette pandémie ne parle pas. C'est ça, monsieur Débé. Non, il faut l'arrêter. Personne n'a dit que les pharmacies ne payent pas. Non, il a dit que les pharmacies ne se plaignent pas. Voilà, c'est ça. C'est une hypothèse. Voilà. J'ai dit, et cette pandémie n'épargne personne. Moi, je suis pharmacien, je vis la situation. Et il parle des gels, il parle des masques, il parle des gants. Mais je vous dis que les gels aujourd'hui et les masques, vous ne les trouverez pas en pharmacie. Parce qu'il y a eu un arrêté du ministère, un arrêté unilatéral qui a fixé les prix. Il se trouve qu'en ce moment, les pharmaciens s'étaient approvisionnés. Et malheureusement, l'arrêté sort et les pharmaciens ne peuvent pas revendre ces masques au prix indiqué par le ministre, fixé par le ministre. Actuellement, les pharmaciens ont retiré tous les stocks de cette produit. Vous ne pouvez pas trouver, en dehors de quelques-unes, vous ne pouvez plus trouver ces masques dans des pharmacies, ni ces gels dans les pharmacies. Mais quand on dit à la télé que non, les pharmaciens, à la limite, se frottent les mains par rapport à la vente de ces produits, je trouve que c'est quand même scandaleux. Et je ne peux pas suivre ça en tant que pharmacien sans réagir. D'accord. Je pense que, comme je le répète, cette pandémie n'est pas une personne. Nous la vivons comme tout autre. Voilà, tous les secteurs sont vraiment touchés. Et donc, c'est véritablement un gros problème pour nous tous.
D'accord. Alors, Monsieur Débé, je pense qu'en réalité, on ne s'est pas très bien compris sur ce que Monsieur Kaboré a voulu dire. C'est de dire donc que s'il y a certains secteurs d'activité, je parle sous son contrôle, donc qui rencontrent des difficultés financières, qui risquent de fermer carrément l'entreprise, ce n'est pas le cas pour les pharmacies. On est d'accord, Monsieur Débé, ce n'est pas le cas pour vous? Oui, mais en fait, il faut relativiser. D'accord. Voilà, il faut relativiser. Ça veut dire que c'est vrai, c'est un secteur de santé, c'est difficile pour nous de fermer, mais je vous dis qu'on rencontre des difficultés. Ça, il faut que les gens sachent. C'est pas parce que dans une pharmacie, vous voyez 10, 15 personnes que vous pensez que ces personnes sont rentrées laisser des milliers de francs. Les gens rentrent pour des produits de 50 francs. Et je vous dis qu'aujourd'hui, c'est terrible, nous tous on ressent la situation. C'est pourquoi je dis il faut qu'on interpelle, il faut qu'on... On a bien compris le propos. Voilà, à la limite, on ne pense pas que non, tous les secteurs ont des difficultés, mais c'est seuls les pharmacies. D'accord. Les pharmacies ont des difficultés. Merci beaucoup, Monsieur Débé, pour cette intervention. On a très bien compris votre point de vue. Et donc, vous souhaitiez donc préciser que tous les secteurs donc, sont impactés d'une manière ou d'une autre. On l'aura compris. Alors, Monsieur Kaboré, peut-être en un mot pour... Je voudrais en fait dire à docteur que je suis allé en fait sur la base en fait d'hypothèses en disant que il y a des secteurs qui normalement, voilà, je me répète, qui normalement, donc c'est comme il l'a dit, en temps normal, j'ai pris l'exemple en fait de la SNCTEC en disant que c'est une entreprise qui existait déjà, elle est à la direction des grandes entreprises. Donc le DG parle en fait d'un accroissement en fait du chiffre d'affaires de l'ordre de 40%. Les pharmacies en temps normal, bon, on ne souhaite pas y aller effectivement de bon cœur, mais je ne crois pas que le nombre de pharmacies quand même qui déposent des bilans aux impôts avec des déficits, bon, je crois que ça se compte au bout des doigts. Voilà, c'est pour ne pas dire que c'est voilà, justement, mais bon, je me suis dit que ce contexte-là, normalement, devrait être un contexte en fait où normalement, ils doivent réaliser quand même voilà, justement des bonnes affaires. Mais maintenant, il a donné l'information en disant que c'est l'arrêté qui est venu, était effectivement cet arrêté. Eh bien, naturellement, ils allaient continuer de vendre les masques ou bien. Voilà, donc je pense que bon, c'est bien qu'il ait effectivement donné cette information. Voilà, justement, puis bon, ça permet aussi en fait de relativiser. Sinon, pour moi, en fait, en temps normal, les pharmacies, ça marche. Et cette opportunité également, je crois qu'il y a des produits où on ne peut pas aller payer ailleurs, ce n'est pas en pharmacie. Pas en pharmacie. Voilà. Maintenant, bon, ça dépend. Peut-être que voilà, et par rapport à l'arrêté dont il parle, on n'a pas la portée. Voilà, c'est peut-être à eux aussi de communiquer davantage sur ces genres d'arrêtés qui sont signés là pour qu'on puisse comprendre. Hein. Sinon, pour le commun des mortels et même toute analyse dirait que dans ce contexte-là, normalement, ces produits-là, on les trouve en pharmacie. Oui. Voilà. D'accord. C'est bien compris. Alors, professeur Ouedraogo, je vous ai arrêté donc dans votre lancée tout à l'heure. Oui. On était en train de parler de ces entreprises justement qui risquent de mettre la clé sur la porte. Je disais qu'effectivement, si on regarde l'évolution des choses, hein, bon, là, on a quand même aussi, avec cette intervention donc, du pharmacien, c'est dire que de fait, ceux qui on pensait devraient prospérer ou qui prospéraient, disons, parce que bon, comme M. Kaboré l'a dit, hein, effectivement, une pharmacie normalement ne devrait, en fait, bon an, mal an, devrait quand même faire du bénéfice. Maintenant, si effectivement, bon, on nous dit que bon, il y a quand même des problèmes, ça veut dire que réellement le problème touche tout le monde. Et je crois que les entreprises qui ne sont pas assises, qui n'étaient pas assises avant cette pandémie et qui risquent fort de mettre la clé sous le plancher. D'accord. Mais est-ce qu'on a déjà vécu au Burkina une situation similaire où l'économie a été autant secouée, ou c'est une première? À mon avis, c'est une première. Je n'ai pas vu de situation où on a pu vivre en fait, où on a risqué, en fait, j'allais dire, on risque une récession. Je ne pense pas, je n'ai jamais vu ça, je n'ai pas encore vu. Je crois que c'est une première quand même. C'est une première, d'accord. Vous confirmez, M. Kaboré? Oui, bon, je crois que le professeur est plus ancien que moi et en plus, je crois que la question, il est mieux dans son biotope. Voilà, nous sommes plus jeunes, donc
D'accord. Alors, bon, on va vers la fin de cette émission. Je m'en voudrais de ne pas évoquer le projet d'accompagnement à la résilience économique face à la COVID-19. C'est par COVID-19 qui a été donc mis en place. Le lancement a eu lieu avant-hier par le ministre du Commerce. C'est un projet qui vise donc à recueillir les besoins des entreprises, à essayer de les accompagner. On va peut-être terminer par cela. Est-ce que vous pensez que c'est la mesure qu'il faut pour régler ces problématiques-là économiques dues au Covid-19? Je commence avec vous. Merci. Oui. Effectivement, nous avons eu des contacts avec le ministère du Commerce dès le début de la pandémie. Et nous avons indiqué les mesures qui nous semblaient être indiquées, appropriées, pour, à défaut de nous plonger dans une crise telle qu'on l'a connue, qu'on puisse amoindrir les méfaits. Et même après le message de son Excellence Monsieur le Président, chef de l'État, nous avons eu encore des rencontres avec des techniciens, avec des cadres de ce ministère, et on a échangé autour des projets qui semblent nous convenir et qui semblent indiquer pour relancer notre sous-secteur à court, à moyen et à long terme. Donc, nous pensons que c'est pris en compte et nous espérons que ça sera appliqué. Si tel est le cas, bon, on n'a pas de grand doute que ça puisse porter fruit. D'accord. Voilà. Ok, super. Alors, Madame Traoré, et vous donc? Alors, donc, pareil, notre secteur a eu des rencontres avec donc, le ministère du Commerce. C'est vrai que au début, le ministère du Commerce avait considéré notre secteur comme pas l'un des plus touchés, qui n'avait pas forcément besoin donc, de mesures d'accompagnement. Mais avec tout ce que nous leur avons montré, tout ce qu'on a sorti comme statistiques, ils ont reconsidéré la chose. Et donc la semaine dernière, on a eu une rencontre avec eux en leur présentant donc l'impact et en leur disant un peu les mesures d'accompagnement qui pourraient être faites. Alors pour nous, ce serait essentiellement le paiement de la dette intérieure. Alors tout à l'heure, on parlait des entreprises, des nouvelles entreprises qui pourraient déposer le bilan, mais également les anciennes, parce qu'elles ont beaucoup d'argent. L'État leur doit. L'État leur doit beaucoup d'argent. Donc il y a une grosse dette intérieure qu'on demande qu'elle soit payée. Donc ça fait partie pour nous aider à tenir face à cette crise. Donc il y a ça, et puis il y a également une demande de soutien, pas pour les employeurs, mais pour les employés. Ça peut être en forme de dons, de produits vivriers, pour leur permettre de tenir, parce qu'elles ne perçoivent plus de salaire, c'est vraiment difficile. Et également un soutien vis-à-vis donc de nos engagements bancaires. Voilà. Les agences de voyage ont des cautions auprès des banques qui s'élèvent à près de entre 1 million et 2 millions de francs CFA par trimestre que les banques prélèvent. Et donc on voudrait... situation, qu'on soit dans une Tout pandémie ou pas. Donc on voudrait que l'État puisse intervenir donc, auprès des institutions financières pour un allègement également à ce niveau. Oui. En tout cas, on a soumis nos doléances et on espère qu'on aura des suites favorables. Peut-être dans le cas de part Covid-19 donc, qui a été lancé. Voilà, je suppose que vous êtes associé directement à cela parce que de ce qu'il est ressorti, c'est pour donc assister 15 000 entreprises, à ce qui a été dit. Alors, j'aimerais que vous reveniez, M. Kaboré, d'abord en parlant de part Covid, mais également revenir sur la situation fiscale actuelle. Vous en avez parlé donc en début d'émission, mais j'aimerais qu'à la fin de l'émission, vous puissiez rappeler dans quelle situation nous sommes également. Alors, c'est vraiment, comme je le disais, ça dit que ce sont des pertes de recettes fiscales parce que
quand vous suivez les uns et les autres, soit ceux qui sont sur ce plateau, vous sentez d'abord qu'il y a un ralentissement en fait, de l'activité économique elle-même. Voilà, l'entité elle-même en fait, n'arrive plus à encaisser des recettes, alors que vous savez bien que des impôts comme la patente indexent directement en fait, les chiffres d'affaires. C'est sur les chiffres d'affaires et aussi sur la valeur locative en fait, que la patente est calculée. Quand vous prenez l'exemple aussi en fait, de l'impôt sur les bénéfices, on en a donné, le doyen a parlé de l'IBICA, l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, c'est quand ce sont les personnes physiques, l'impôt sur les sociétés quand l'entité est constituée en personne morale, et aussi à l'UTS. L'UTS, vous savez bien que ce soit le secteur formel ou le secteur informel, c'est-à-dire que c'est là-bas qu'il y a plus d'employés. Voilà. C'est-à-dire que pour la fonction publique, on connaît déjà, on sait que c'est autour de 200 000 fonctionnaires, mais quand on dit que l'UTS en fait vient en troisième position, après la TVA, l'impôt sur les bénéfices, c'est pas seulement les fonctionnaires. Vous voyez bien que 200 000 personnes ne peuvent pas en fait, produire en fait, cet impôt-là. C'est-à-dire que le gros lot, parce que même ceux qui sont au secteur informel, ceux qui relèvent de la contribution des micro-entreprises, quand vous avez des employés, ça dit que dès lors que ça franchit en fait, la barre des 30 000, la première tranche, vous êtes obligé en fait, de les déclarer en fait, à l'UTS. Et vous voyez, sans compter maintenant le reste des structures formelles, voilà, justement quand il y a des employés en fait, l'UTS. Donc ça dit que du même coup, ça dit qu'il y aura cet impôt-là qui sera impacté. D'autant plus qu'on parle en fait, de chômage technique. Les exemples qu'on a pris, en fait, ce sont des grosses boîtes. Par exemple, Air Burkina, vous avez pris Air Burkina, les cas de Air Burkina d'entrée des jeux. Là, ce sont des gros salaires. Donc, j'imagine, comme le professeur l'a dit, des entreprises qui sont dans l'anonymat et qui ont mis, en fait, justement, en chômage technique des employés. Du même coup, quand il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'impôt unique sur les traitements et salaires. C'est vrai qu'on avait pris l'exemple des pharmacies, dans l'hypothèse dont on le disait. Mais le docteur a appelé, il dit qu'il faut relativiser parce qu'il y a un arrêté justement par rapport au masque et autres. Donc, ça dit que si on tient compte des éléments, ça dit que même si les chiffres d'affaires en fait n'augmentent pas, ça dit que naturellement ça ne va pas aussi diminuer parce que bon, c'est comme on le disait, on voit rarement en fait des pharmacies faire des déficits en fin d'année, hein, parce que tout le monde tombe malade, tout le monde y va. Voilà, donc il y a ces éléments-là. Maintenant, c'est comme on l'a si bien dit. Les avantages fiscaux sont accordés à un moment donné où les gens n'exercent pas d'activité. C'est ça. Si vous voyez, ça c'est très important à relever. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prolonger pour permettre justement à ceux qui en bénéficient en fait, de profiter au moment où ils doivent profiter? Parce que ce qui est sûr, on ne peut pas continuer en fait voilà, bientôt, il y aura des vols, ça c'est sûr. Je vois qu'il y a des compagnies comme Air France qui ont déjà prévu en fait des vols, même si le Burkina ne fait pas partie des destinations. J'ai cru voir un programme. Si je peux me permettre, une fake news. Ah ok. Ça n'émane pas de Air France. Ah ok, donc ça, merci pour l'information. Donc mais on prie Dieu quand même que les frontières s'ouvrent d'ici là pour que justement ces vols-là puissent reprendre, pour qu'ils puissent avoir en fait beaucoup de billets en vente. Voilà, parce que tout le monde sait que même s'il y a reprise en fait des vols, les distanciations physiques vont faire certainement que les prix des billets d'avion vont, voilà, justement, vont certainement augmenter. Donc ça va aussi les faire des chiffres d'affaires et du même coup aussi les permettre en fait de pouvoir... voilà ce que je peux dire à peu près concernant les pertes de recettes qui peuvent vraiment découler en fait. Parce que déjà avec le confinement qu'on avait, c'est comme je le disais, il y avait la quarantaine de grandes villes. Alors vous savez bien, les marchés étaient fermés pour un bon bout de temps. Alors que vous savez bien que la plupart des grossistes sont dans les marchés. Et les demi-grossistes qui sont peut-être dans les départements, qui sont hors de ces centres-là, c'est-à-dire viennent s'approvisionner en fait à Ouagadougou, à Bobo, à Koudougou. Donc du même coup, c'est-à-dire qu'on avait coupé en fait la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est-à-dire celui qui est dans les départements, le gros commerçant qui est là-bas, lui va vendre par exemple aux petits commerçants qui sont dans les villages. Donc finalement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'on risquait même d'asphyxier
c'est-à-dire que le reste même du pays. Exactement. Voilà, donc en ouvrant, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, pour les cas des maquis, c'est comme on l'a dit, je voyais une étude qui dénommerait pratiquement dans la zone de Pizi plus de 4000 ou voilà, combien de maquis l'année dernière. Alors quand vous prenez un maquis, au minimum quand même, c'est 5-10 employés. Ça, c'est le minimum. Ces employés, en fait, ont des salaires et avec ces salaires, ils vont payer des loyers. Et justement, ceux qui sont là aussi, au niveau des bailleurs aussi, ce sont des gens qui vont avoir des revenus, qui vont payer par exemple l'impôt sur les revenus fonciers. Il y a les droits d'enregistrement qui doivent être payés. Si ces employés sont payés, il y a l'UTS, comme on le disait. Les maquis, c'est vrai, même s'ils sont à l'informel, il y a les licences de débit de boissons qui sont payées. Et aujourd'hui, bon, c'est-à-dire, s'il y a un restaurant à l'intérieur, c'est-à-dire, il y a quand même quelques activités aussi qui vont se mener. Voilà, et puis, donc, l'un dans l'autre, en tout cas, la perte est très énorme. Même si jusque-là, on n'arrive pas à quantifier. Avec la loi des finances rectificatives, on aura vraiment un montant bien calé au titre en fait de ces trucs-là mi-parcours. D'accord. Voilà. Alors, on va terminer avec vous, professeur Ouédraogo. On va rappeler le rapport, les grands enseignements de ce rapport que vous avez produit justement sur l'économie du Burkina. En fait, disons que nous avons... les éléments essentiels que nous avons retenus, il est clair que ça a eu un impact assez fort, assez sérieux sur nos économies. Mais ce qui nous a réellement frappé, c'est que cette pandémie a quand même révélé clairement que nous avons des économies très fragiles et très dépendantes de l'extérieur. Et que dans ces conditions-là, il serait bon en fait de voir dans quelle mesure effectivement nous pourrions réduire cette fragilité à l'égard des chocs extérieurs et aussi faire de sorte que, effectivement, comme je le disais dès l'entame, au début, là, que l'on puisse asseoir des stratégies qui soient des stratégies endogènes et qui s'adressent et qui sont à nos populations, qui répondent à la demande interne et qui partent sur des productions, en fait, sur des matières premières nationales. Et là, je pense que si on a ce type d'économie-là, on peut effectivement espérer faire quelque chose. Pour revenir à la question, en fait, la proposition que vous avez faite, qui a été faite hier par le ministre, c'est bon effectivement d'identifier les besoins des entreprises et d'essayer de les aider. C'est une bonne démarche. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça, à mon humble avis, parce qu'en réalité, vous pouvez aider en fait les entreprises, mais les entreprises vont fonctionner dans quel environnement? Je veux dire qu'il faut que l'État lui-même puisse mettre un environnement, un climat des affaires qui soit favorable en fait au développement donc, de ces entreprises-là. Vous allez leur donner des moyens, s'ils ne peuvent pas fonctionner, ils ne fonctionneront pas. Bon, l'État, le secteur public accompagne de façon générale le secteur privé. S'il y a un problème au niveau du secteur public, le secteur privé ne fonctionnera pas. Et là, actuellement, juste avant la maladie, il y avait effectivement, on l'a signalé ici, on l'a dit ici, il y avait un problème de grève. Le climat social était délétère, il était pratiquement pourri. Et il se trouve que la situation n'a pas été résolue. C'est ça. Vous donnez des moyens aux entreprises, ils vont travailler avec qui? On va dire, effectivement, bon, les entrepreneurs auront besoin, par exemple, d'attestation fiscale pour pouvoir postuler à des marchés publics, par exemple. Les gars des finances disent qu'ils ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Les syndicats du MINFID, je trahis rien en disant que ces syndicats-là ont appelé à la mobilisation générale de leurs différents membres. C'est ça. Et donc, l'enseignement dit qu'ils ne travaillent pas, etc., etc. Donc, en réalité, si ce climat social n'est pas résolu, en réalité, tout ce qu'on peut entreprendre comme activité à l'égard du secteur privé, en réalité, ne fonctionnera pas. Je pense qu'il faut... C'est-à-dire, l'économie est un tout. Il faut avoir une démarche holistique, une démarche globale. Sinon, en fait, on ne mettra que des mesurettes, j'allais dire des mesures partielles qui n'auront aucun effet. D'accord. Alors, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour vos contributions. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère donc qu'au sorti de cette émission, vous êtes un peu mieux nourris sur l'impact économique de cette pandémie sur l'économie du Burkina Faso. On se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro de Actu Covid-19. Merci, au revoir et à jeudi.